l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous plongez dans le cauchemar qu'a vécu l'écrivain russe de génie Fyodor Dostoïevski. Un cauchemar bien réel puisqu'il a été victime d'une exécution. Allons bon. Ah, mais non, je vais vous raconter les détails de cette histoire étonnante. Nous sommes au printemps 1849, tard le soir, dans un appartement du centre de Saint-Pétersbourg, non loin de la perspective Nevski, et dans un salon enfumé à la fois par les pipes, le tabac, et on imagine les vapeurs des samovars. Il y a là une vingtaine de jeunes gens qui discutent bruyamment, qui refont le monde, comme chaque samedi depuis 3 ans. C'est la société secrète créée par Petrashevski qui se réunis là à la tombée de la nuit. On cherche quand même à être discret. Ses membres viennent de tous les horizons, fonctionnaires, étudiants, médecins, philosophes, mais aussi simples artisans. Ils sont fascinés par les idées de la Révolution française. Ils aspirent à plus d'égalité et voudraient en découdre avec l'autocratie en place. Parce que le tsar du moment, Nicolas Ier, est vraiment le tsar tout-puissant, autocratique par excellence. Il n'a rien à voir avec son père. Son père, Alexandre Ier, était un tsar plutôt libéral, amoureux de la France, qui s'était intéressé très tôt à la tournure démocratique prise par certains pays d'Europe. Rien à voir avec le tsar du moment, Nicolas Ier. Et donc, dans ce groupe de jeunes gens, il y a Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski, et il a à peu près 28 ans. C'est déjà un écrivain prometteur qui a connu un grand succès avec son premier roman, Les pauvres gens. Ses thèmes de prédilection, vous le savez, sont la misère, le crime et comment construire un monde meilleur. C'est un grand idéaliste. Hélas, tous ces comploteurs sont quand même un petit peu des bras cassés. Ils ne sont pas très discrets et très vite, le groupe Petrashevski est infiltré par la police tsariste. Et voilà comment, le 23 avril 1849, la police pénètre dans les domiciles de 35 membres du groupe, parmi eux Dostoïevski. Il est arrêté, comme ses camarades, pour critique abusive de l'Église orthodoxe et propagande antigouvernementale. On le conduit à la forteresse Pierre et Paul. Là, il va quand même patienter un certain temps avant le procès. L'instruction du procès dure 7 mois. Et le 19 décembre, il apprend, avec 20 autres accusés emprisonnés avec lui, qu'il est condamné à la peine de mort par balle. Il va être fusillé. 3 jours plus tard, le 22 décembre, aux aurores, les condamnés sont amenés sur la place Semyonov de Saint-Pétersbourg. On leur lit leur sentence de mort. Un pope présente un crucifix aux lèvres de chacun des condamnés. Dostoïevski, ayant le grade d'officier, on le dégrade officiellement en brisant son épée au-dessus de sa tête, un petit peu au-dessus de sa tête. C'est étonnant. Nous, on a en tête l'image de Dreyfus avec l'officier qui casse ça sur son genou. Et puis, on l'attache au poteau d'exécution à côté de ses compagnons d'infortune. Alors que les soldats du peloton d'exécution ont mis leur fusil en joue et qu'il ne lui reste plus que quelques secondes à vivre, un tambour retentit. Un messager vient d'arriver et l'inimaginable se produit. Le tsar les gracie et a commué leur peine en travaux forcés. Donc ce coup de théâtre, évidemment, n'était pas du tout fortuit. Il avait été préparé par le tsar lui-même, qui voulait donner une petite leçon à tous ces jeunes gens en leur procurant la frayeur de leur vie. Enfin, vous imaginez le moment. Alors là, voilà quelque chose qu'ils ont dû revivre toute leur nuit pendant des années, tous ces jeunes-là. Dostoïevski est condamné à 4 ans de travaux forcés à Omsk, suivi de 5 ans de service militaire en Sibérie orientale. C'est pas la peine de mort, mais enfin. C'est dur quand même. Ah bah c'est dur. Oui, les hivers sibériens, mais paradoxalement, avant même d'avoir commencé à purger cette peine difficile, lui éprouve un sentiment de liberté étourdissant. Il se sent déjà délivré vivant. Non seulement il n'est pas mort, mais en allant au bagne, eh bien finalement, il peut échapper à cette vie pétersbourgeoise qui lui était devenue insupportable. L'écrivain déchu n'avait plus rien à y trouver. Le convoi quitte Saint-Pétersbourg le 24 décembre. Le voyage va durer 1 mois.
Et ses compagnons de misère sont très surpris. Ils s'étonnent de voir Dostoïevski qui chante des cantiques d'un air presque guilleret, et comme s'il faisait fi, il sentait pas, il a quand même des fers de 5 kilos qui entravent ses pieds, mais ça a l'air d'aller. Alors on passe par les grandes villes de l'Empire, Nijni Novgorod, Kazan, Perm, les jours passent, et Dostoïevski se fait remarquer par son entrain et l'espérance qu'il essaie d'insuffler à ses compagnons. Le 23 janvier 1850, au plus froid de l'hiver, alors que la température descend quand même au-dessous de -30 dans ces contrées, Dostoïevski arrive devant la Katorga, la prison d'Omsk, au fin fond de la Sibérie. Durant ces années de détention, Dostoïevski va réussir à se faire respecter et même à se faire aimer. Et ce peuple russe qu'il voulait approcher, il va apprendre à le connaître, à nouer avec lui un lien vivant. Ces forçats, qui semblent avoir perdu tout visage humain, sont désormais pour lui, je le cite, des hommes véritables, des caractères profonds, puissants et beaux, de l'or sous l'ordure. Dostoïevski n'a pas 30 ans et encore toute une œuvre à accomplir. Eh bien, merci beaucoup. Vous, Clémentine, qui avez accompli votre œuvre, maintenant... Et quelle œuvre! Ah oui, surtout. Moi, je pense que je rentrerai dans l'histoire pour mes réponses au quiz, à des questions vous avez difficiles. Vous savez, en même temps, c'est le moment où je ne contrôle plus rien dans l'émission, Clémentine. Je passe la main à Jean-Luc Lemoyne.